La Commission athlétique présente Louis Hudson going to Las Vegas. Washington, D.C. Les Visiteurs, le podcast. Los Angeles, California. Welcome to Atlanta. Avec Greg Lanctot. Salut mes petits voyageurs sportifs. Merci de vous joindre à nous, à moi, à toute leur gang de voyageurs sportifs qui sont avec nous dans l'épisode 10 des Visiteurs, le tout propulsé par notamment la Commission athlétique, mais aussi par nos chums de billet.ca. Soyez là, partenaire de tous vos événements, que ce soit sportifs, culturels, partout au Canada, partout en Amérique du Nord, c'est la place. Plateforme sécuritaire, sont toujours là pour vous aider. Du monde incroyable, allez-y, billet.ca. Et également, avant d'y aller directement dans ce contenu, on s'en va à Boston d'ailleurs dans cet épisode. Boston, là où tu peux manger des clam chowder. Et où est-ce qu'on ne prononce pas ER, mais bien AH. Clam chowder. Chowder. Dites-le comme vous voulez. On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles sur lesquels nous sommes assis présentement et qui permettent de faire tenir ce micro devant ma bouche sans que je puisse le tenir. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault en... 3 minutes, là. Qui supporte, voilà, la persévérance scolaire chez les jeunes en loi une des deux glaces à Saint-Roch-de-l'Achigan. On s'en va au Fenway Park, le mythique Fenway Park, là où tellement d'histoires du baseball s'est passé. Un des stades les plus vieux qu'il n'y a pas sur la planète, 1912. 1912. Il a été rénové, mais quel stade mythique. Si tu es un fan de sport, tout sport confondu, même si tu dis ouais, moi, la balle, j'aime pas ça, la balle. J'aime pas ça. Tu dois quand même aller au Fenway. Je pense. Devant le Wrigley Field, devant le Dodger Stadium, devant tous les autres stades, le Fenway reste le temple, selon moi, du baseball. Ça ne veut pas dire, je vous le dis tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il va avoir la cote la plus élevée de ce qu'on va avoir en termes de stade. C'est normal. On est rendu à quoi? 2024, ça fait 112 ans, ça? 912 plus 112, ça fait 2024. Approuvé par PAG, qui est ici à la production-réalisation de cet épisode. Tu peux pas dire que, par exemple, le design est optimal. Le marché de Boston, c'est un marché spécial aussi au niveau des prix. Tu peux pas créer des nouveaux menus de bouffe avec des concessions, je veux dire, et du service. Il y a plein d'affaires qui font défaut au Fenway. Mais c'est pas ça le point. Moi, je me sens quasiment mal de noter le Fenway Park dans cet épisode parce que pour moi, c'est un peu comme hors catégorie. Des stades de cette façon-là, des stades mythiques, ça fait 112 ans qu'il est là. J'aimerais ça peut-être qu'on se reparle dans 112 ans, voir s'il va être encore là d'ailleurs. Parce que de la façon qu'il est bâti, très unique en passant. Il faut juste aller au Fenway pour comprendre. C'est un stade, comment je te dirais ça? Intérieur, extérieur, tu sais, c'est tellement dur à expliquer. Bref, je vais vous revenir avec ces détails-là tantôt lorsqu'on parlera du design. Vous savez, dans les visiteurs, on note les stades sur 5 pôles différents. L'emplacement, duquel on va parler dans tout juste quelques instants. Par la suite, le design. Par la suite, l'ambiance au Fenway, là où on chante 2 chansons en passant. Hein. On revient là-dessus tantôt. La bouffe, les prix. Et notre chum, JP Bird, Jean-Philippe Bertrand, de TVA Sport notamment, qui a passé l'été, une partie de l'été avec moi ici à BPM, va venir avec nous parce que JP a joué au Fenway Park. Oh oui, vous avez bien entendu. Il a joué au Fenway Park, sur le terrain, pas sur le terrain. C'est un des très peu de Québécois qui a eu l'honneur de faire ça. Alors, il va venir nous partager cette expérience-là. Mais JP, vous le savez, c'est un grand fan de balle. Et aussi un fan des Red Sox. Alors, il va venir nous partager ses petits secrets, ses souvenirs et tout le reste qu'il a. D'abord, la ville de Boston, c'est une ville de sport exceptionnelle. Tu sais, tu as le Fenway Park, tu as les Patriots de Nouvelle-Angleterre, le Gillette Stadium qui est un petit peu à l'extérieur de la ville, et on a le fameux TD Garden de Boston aussi, qui est un petit peu plus... Ça se fait, là. Tu peux le marcher. C'est un petit bout, par exemple, mais Boston, la ville des champions, ça rime même peut-être un peu, mais
On viendra faire un autre épisode sur le TD Garden notamment, et pourquoi pas sur le Gillette Stadium aussi. Pour l'instant, on va se concentrer sur le Fenway Park. Il y a tellement de choses à dire. L'emplacement. C'est pas situé dans le centre-ville, mais situé c'est-à-dire dans un quartier qui est très central. C'est facile d'accès d'aller au Fenway Park. Par contre, le quartier en soi, assez difficile de se stationner autour du stade. Tu sais, si tu veux y aller en voiture, par exemple, je te suggère de te stationner un petit peu plus loin. Au Prudential Center, par exemple, qui est un gros centre d'achat, tu vas pouvoir te stationner là-bas. Est-ce qu'il faut savoir, là? De mémoire, je pense. Ça se peut que je me trompe, je ne les ai pas toutes faites, les villes, les environnements d'Amérique du Nord. Mais Boston, je pense que la ville, pour le stationnement d'une voiture, ça doit être la ville la plus chère. C'est incroyable. En passant, on a marché, j'ai eu la chance, l'occasion, dans cette visite-là, c'était ma deuxième visite au Fenway. Merci à la gang de Voyage en drone, d'ailleurs, de m'avoir invité pour accompagner des fans de sport, des mordus de balle pour y aller. J'étais avec Gilbert Delorme qui nous racontait des histoires qu'à un moment donné, même à Boston, pour vous donner une idée, ça a l'air de quoi le trafic puis le stationnement, il y a un autobus qui les a laissés à 3 coins de rue du Garden en disant hey, « Écoute, on ne se rendra pas là, allez-y à pied. » C'est pas pire, ça. Vous allez me dire que ça fait pas grand changement de Montréal. Vous avez peut-être raison, mais c'est ça pareil. Cela étant dit, le stationnement qu'on a vu pas trop loin, 55 US. 55 patates américaines, dollars US. Donc, ça rajoute sur le prix déjà de ton billet et du reste. Je vous le dis, c'est pas une ville qui est donnée. Par contre, peut-être qu'au Prudential Center, tu peux te stationner, aller là-bas. Ça va te coûter un petit peu moins cher, mais tu es quand même à un 15-18 minutes de marche du Fenway Park, dépendamment de ton pas. Il y a d'autres endroits un petit peu plus loin également. Il y a une gare de train, qui est la gare Lansdowne, qui n'est pas trop loin également. Les jours de match, je vous le dis, tu sais, par exemple, dans le voyage en autobus, nous autres, c'est une marche d'une bonne vingtaine de minutes pour retourner à l'autobus par la suite parce qu'il n'y avait aucune place qu'on puisse circuler dans ce coin-là. Alors, l'accessibilité du Fenway Park, très facile. Si on marche, tu peux y aller en transport en commun parce que tu as une station de train qui n'est pas trop loin. Encore là, tu as de la marche à faire. Tu peux y aller en voiture. Si tu as les moyens pour te stationner à côté, il n'y a absolument pas de problème. Tu peux y aller en vélo. Il y a des vélos comme le système de Bixi, par exemple, qui est là. Tu peux te prendre un Uber qui va te laisser pas trop loin. Mais je te le dis, tu vas avoir beaucoup de marches à faire dans ta journée. Alors, je vais y aller avec un 4.6 sur 5 parce que, tu sais, lorsqu'on voit, par exemple, des stades qui sont connectés directement à des stations de transport en commun, là, je comprends que l'aspect historique de la ville peut peut-être pas réaliser ça. Mais, ben encore, je veux dire, Montréal, je pense, c'est une ville assez historique, assez âgée également, puis on l'a, nous autres. Tu as une station de métro, par exemple, tu as le train de banlieue à un coin de rue, tu peux stationner à peu près partout autour du Sandbell. Tu peux marcher. Le Sandbell, c'est un 5 sur 5, par exemple. Alors, je vais y aller avec un 4.6 pour le Fenway qui est très, très bien positionné. Mais le petit astérisque que je vais ajouter à ça, c'est que, justement, tu vas avoir beaucoup de marches à faire. Alors, tu sais, ça fait tout le quadrilatère, le Fenway Park. C'est magnifique. Là, Jersey Street, Brookline Avenue, Lansdowne Street, Van Ness Street également. Je vous le dis, prenez le temps de marcher, d'aller sentir le quartier un jour de match, arrivez de bonne heure, promenez-vous autour. Vous n'avez même pas besoin de rentrer votre billet à ce moment-là pour le faire. Je vous le dis, prenez mes conseils, prenez le temps de marcher, puis amenez-vous une bonne paire de souliers pour le faire également. Les visiteurs, le podcast. Maintenant, le design. Et que c'est dur de donner une note au Fenway Park pour ça. C'est tellement un environnement unique et non optimal en même temps. Vous allez me dire, Greg, il est bâti en 1912. Oui, ils ont fait des rénovations, tout ça. La structure, c'est d'une beauté. Je veux dire, tu as les piliers d'acier, la structure d'acier, la brique rouge partout. L'aspect historique du Fenway Park, le Green Monster, ce qu'on a rajouté d'ailleurs, les fameux
enclos des releveurs là, qui sont dans le champ droit, champ centre. C'est tellement beau. Les estrades qu'on a fait sur le toit du Fenway, le toit du Green Monster, c'est-à-dire, ça reste un petit stade quand même, et tu vois pas bien de partout. Ça donne un certain charme, mais par exemple, nous autres, on était assis, et il faut vraiment que tu sois bien positionné pour pas prendre le poteau où est-ce que tu es assis pour être capable de voir le lanceur. La majorité des estrades, tu vois de très, très loin, par exemple, contrairement à d'autres stades qui sont peut-être même capacité ou plus gros, qui ont été construits bien longtemps après, qui sont capables, tu es capable de créer un environnement de proximité, par exemple, tu n'auras pas ça nécessairement au Fenway Park. Heureusement que la foule va venir combler ça. Et pour l'expérience client, tu rentres dans le stade, par exemple, et la rue fait partie de l'expérience du stade. Alors, je t'explique, tu ne trouveras pas de boutique où est-ce que tu peux acheter des chandails comme ça. La boutique officielle n'est pas dans le stade en soi. Tu dois rentrer avec ton billet dans une entrée qui est créée sur la rue. Si je ne m'abuse, c'est la rue Lansdowne. Et, attends une minute. Non. Bouge pas. Là. On va te dire les vraies affaires. Oui, exactement. C'est ça. La rue Lansdowne. Et ça va être de l'autre côté de la rue. Tu vas voir. D'ailleurs, la boutique est complètement gigantesque. C'est énorme. C'est une des plus grosses boutiques que j'ai vues de toute ma vie. Vous allez pouvoir voir d'ailleurs les images qu'on va déposer sur notre YouTube et sur nos médias sociaux. D'ailleurs, allez vous abonner. Les visiteurs podcast sur Instagram, très important. On va mettre de plus en plus de contenu avec les semaines à venir de notre saison 1. Donc, c'est à l'extérieur. La rue fait partie de ton expérience. Il va y avoir des restos d'un bord et de l'autre de cette rue-là. Et même dans le stade, lorsque tu rentres par ce qui est le champ droit, il y a l'air où est-ce que tu as une boutique qui est quand même assez étoffée, là, une boutique de marchandises, de produits dérivés et tout le reste. Et tu as l'air des kids qui est là aussi, où est-ce que tu peux jouer au baseball en réalité virtuelle. C'est vraiment un air où est-ce que les enfants peuvent jouer, qui est très familial. Bien ça, c'est complètement à l'extérieur. C'est comme si c'est pas dans la structure du stade. C'est un autre mur de briques qui s'en vient être créé là. Puis c'est la même chose aussi sur l'étage d'en haut. J'aime les stades où est-ce que tu peux voir le match d'à peu près n'importe où. Tu sais, où est-ce qu'au moins tu vas avoir un petit sneak peek sur le terrain. Et malheureusement, du côté historique, ça crée quelque chose d'intéressant d'être en dessous, par exemple, de la tribune du champ droit et d'aller commander ta bouffe, qui est une expérience en soi aussi, là, ça, là, ce qu'ils appelle le Grand Concourse, là, d'ailleurs. Tu dois faire des détours. Tu sais, tu peux pas faire, à moins que je me trompe, tu peux pas faire par le parterre le tour du stade autour du terrain. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si, admettons, tu t'en vas, par exemple, au Wrigley, tu peux le faire. Tu peux partir du champ droit et tu marches, tu vas pouvoir t'en aller jusqu'au marbre et revenir, ou presque, là, tu peux faire le tour du terrain. Tu peux pas faire ça au Fenway, puis pour moi, c'est quelque chose qui me manque, c'est quelque chose que j'aime faire dans l'expérience client, dans n'importe quel sport d'ailleurs. Je veux le faire au hockey pour vous autres. Puis je veux pour vous donner un bon rendu, une expérience complètement scientifique de ce que vous avez comme évaluation dans les visiteurs. Moi, je n'ai pas réussi à le faire au Fenway, malheureusement. Peut-être qu'encore une fois, vous allez me dire « Hey Greg, tu connais pas encore ça. Tu aurais dû passer par là où il y a un endroit secret. » Mais peut-être que ça prouve mon point également de dire « C'est pas simple nécessairement de naviguer dans le Fenway Park. » Et je le sais, encore une fois, c'est un endroit qui est très, très vieux, qui est historique et qui mérite d'être vu. C'est pas ça l'histoire, mais au niveau du design, autant on a de la beauté exceptionnelle qu'il y a des petits défauts comme ça dans lesquels on ne peut pas voir le match d'à peu près partout. On va le manquer dans certains endroits. Contrairement à d'autres. Puis, tu sais, je pourrais ajouter le stade des Jays qui est super gros. Tu vois le match de partout. Tu te promènes partout, tu vois le match. Tu sais. Et là, on ne peut pas le faire malheureusement. Je vais y aller avec un 4.2. Parce que pour moi, le côté unique et la beauté d'avoir un building aussi vieux que ça, qui se tient debout, qui est époustouflant. Tu sais, vraiment, là, tu te promènes autour de ce stade-là, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et tu as vraiment les yeux grands ouverts comme ça.
Je dis comme ça, comme si tout le monde regardait sur YouTube, mais bon, vous pouvez comprendre à peu près les yeux ronds comme des 2 piastres, d'être émerveillé d'avoir un vieux stade comme ça qui se tient, qui est propre et qui est beau. Alors 4.2 pour moi au niveau du design. Même qu'on est capable de bien circuler dans les coursives, donc qui couvrent, par exemple, la ligne du 3e but jusqu'à la ligne du 1er but, là. Ça, tu es capable de circuler, de bien voir. Pas de bien voir, c'est-à-dire, mais de ne pas te sentir trop. Il n'y a pas d'embouteillage pour moi dans ce que j'ai vécu, par exemple, dans lequel tu n'es même plus capable d'avancer. T'sais. Et si tu montes d'un étage également, surtout sur la ligne du 1er but, là, ça respire bien. Tu as comme une terrasse qui est là, où est-ce que les gens peuvent se prendre un petit breuvage, manger un hot dog, manger un pretzel, des peanuts. Et là, tu peux voir le match également. Tu peux rester debout à côté sur une petite clôture puis regarder le match sans même être assis à tes sièges, ce qui, pour moi, est très, très charmant également. Alors, 4.2 pour moi au niveau du design pour le Fenway Park. Les visiteurs, le podcast. L'ambiance maintenant. Ça, je pense que c'est ce que vous aviez le plus le goût d'entendre sur le Fenway Park, l'ambiance. 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game. C'est tout le temps sold out là, au Fenway, ou presque. Tu as 25 000 personnes qui chantent, tous ensemble, tous en chœur, et surtout en 8e manche. En milieu de 8e par la suite, il y a un orgue d'ailleurs là, qui fait très vieillot, qui ajoute le cachet. Ça sent la balle. L'ambiance de balle est incroyable. C'est une ville de sport formidable aussi, Boston. Même si, pas fan, là, on était dans un, par exemple, dans une microbrasserie dont je vous parlerai tantôt, et on jouait les Olympiques. Il y avait des finales où est-ce que, par exemple, c'était Sidney McLaughlin-Levrone qui est allé chercher une médaille d'or, et par la suite, avec le relais également, et tout le monde là, se sont mis à encourager, à crier. Il y avait peu un son pendant la course, puis après ça, le monde se sont mis à crier dans toute la microbrasserie. C'est une ville de sport qui est très, très fière, une ville exceptionnelle. Alors, et on a salué pendant le match également la médaille d'or de l'équipe masculine de basketball. Tout le monde, encore une fois, se sont levés, ont levé leur chapeau, se sont mis à crier. Une ambiance très, très belle. Le Sweet Caroline en milieu de 8e manche, c'est des frissons garantis. Sweet Caroline, oh, oh, oh. Fait jouer la toune, puis là, tout le monde se lève. Là, Sweet Caroline, pa, pa, pa. Et je connais pas les paroles par cœur du reste, là, mais je suis certain que vous fredonnez l'air présentement dans votre voiture ou à la maison. Ça aussi, ça va vous donner des frissons. La vague qui dure comme une manche au complet. La vague dans un stade de balle qui est étendu de même. Là. Oui, la vague, ça part là, en arrière du marbre, ça s'en va au champ gauche, ça monte en haut du monstre vert, ça arrive dans le champ centre, champ droit, ça revient par la ligne du 1er but par la suite. On est vraiment une ville de sport ici. L'ambiance de balle, tout est là. Et la seule chose, par exemple, pour moi, un 5 sur 5 au niveau de l'ambiance, c'est d'avoir un bruit constant dans lequel on encourage, même quand c'est de la balle, où est-ce qu'on sent que c'est un environnement hostile pour aller jouer. Dans les 2 matchs que j'ai fait au Fenway, j'ai senti une belle ambiance, une belle fraternité. Les gens sont derrière leur équipe, mais c'est pas pour moi les environnements les plus fous que j'ai vus. Et je vous le dis, dans un stade de balle, l'environnement le plus fou que j'ai vu, c'est à Philadelphie. Et ça, pour moi, je vous dis, l'ambiance, c'est comme un 5 sur 5. Et au niveau de l'animation sur le terrain, les autres, il y a peu de trucs que moi j'ai vus qui sont faits, mais quand même, ça sent la balle. Les kids, le Kids Concours, je vous l'ai dit, ça rentre également dans l'ambiance qui est là. Il y a des beaux efforts qui sont déployés. Il y a un bar aussi. Je ne sais pas si je dois mettre ça dans ambiance, mais ça ajoute, ça va vous donner, je pense que c'est assez anecdotique. Il y a le Bleacher Bar, dans lequel, avec les toilettes, avant le début du match,
il y a une fenêtre, une genre de fenêtre, là, un grillage sur le terrain du Fenway. Ton aux toilettes, tu vois le terrain. Quand même assez pas pire. Il y a plusieurs endroits cachés comme ça aussi. Vous pouvez vous documenter là-dessus sur le Fenway Park. Alors, tout ça pour dire que l'ambiance, je vais y aller avec un 4.5 sur 5, ce qui est une note qui est très, très élevée et c'est mérité pour les fans de Boston, les fans de balle qui sont là, mais je ne peux pas aller plus haut que ça, par exemple, parce que c'est pas un environnement, comme je vous l'ai dit, assourdissant là, dans lequel tu as le goût d'être debout et crier là, comme un fou. Là. C'est pas nécessairement. Vous allez me dire que le baseball se prête peut-être moins à ça, mais c'est une ambiance qui est très, très sympathique, qui va vous donner une expérience sans pareil, ça c'est certain. Les visiteurs, le podcast. Avant d'y aller maintenant sur la bouffe et les prix, qui sont, vous savez, très importants. Surtout la bourse, c'est très important pour moi. Très, 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 très important. On va aller à JP qui va nous raconter ses histoires du Fenway. Pas mal sûr que vous allez apprécier ça, puis on vous revient par la suite. Je vous l'ai dit que je trouvais que le Fenway Park est un endroit très, très spécial, mythique pour le sport. Mais je pense que cet endroit-là est d'autant plus spécial pour notre prochain invité dans les visiteurs. C'est JP Burt qui a vu le Fenway sur à peu près toutes ses coutures. Merci d'être avec nous autres, JP. Comment ça va, mon chum? Ça me fait plaisir, mon ami Greg. Ça me fait plaisir de te parler de mon stade de base préféré. Puis quand tu dis là, que je l'ai vu dans tous ces raccoins, là, c'est vraiment le cas. Je suis allé dans le vestiaire des visiteurs. Je suis rentré dans le Green Monster. J'ai signé mon nom dans le Green Monster. Écoute, j'ai vraiment tout vu du Fenway Comment Park. ça, signer ton nom dans le Green Monster? Comment et pourquoi, en fait, on organise ça que, mettons, toi, tu t'en vas là et tu es capable de signer ton nom? Est-ce qu'on fait ça pour tous les fans ou pour tous ceux qui jouent là-bas? Non, c'est un peu... Là, on part-tu de l'histoire du début ou... Ben, écoute, je te pose la question Ok. même, mais on peut partir l'histoire du début parce qu'en fait, OK, t'es allé plusieurs fois au Fenway. Peut-être aller une douzaine de fois. OK, douzaine de fois comme fan, Ouais. juste de même, sans Ouais. regarder un match. Ouais. L'as-tu fait en tant que média? Non. C'est difficile d'être média là-bas. Là. Moi, Ouais, j'ai essayé, ils veulent pas. J'ai là. couvert les Red Sox en tant que média au camp d'entraînement en Floride, à Fort Myers. Les Red Sox s'entraînent en Floride pendant l'hiver. Puis j'ai couvert le camp d'entraînement ou les camps d'entraînement. Et le domicile d'entraînement des Red Sox en Floride est une réplique du Fenway Park en termes de dimension. OK? Ils ont même recréé un monstre vert au champ gauche. Même que le tableau indicateur à Fort Myers a été transporté de Boston là-bas. C'est vrai? C'est donc là, le tableau original du Fenway Park est rendu au domicile d'entraînement à Fort Myers OK. en Floride. Et tu l'as fait comme joueur? Je l'ai fait comme joueur. OK. Ouais, Fait que surtout. c'est un espèce de... Le fameux camp drive, le Dream Camp. Là, toi, tu as participé à ça l'an dernier, en 2023. Exact. Si je peux repartir du début, la première fois que je suis allé au Fenway Park, c'était... j'avais 19 ans environ. Petit road trip avec un de mes chums. Première visite là-bas. On était en 2003. Fait que Pedro vient de quitter les Expos puis est rendu avec les Red Sox. D'ailleurs, la première fois que je suis allé au Fenway Park, c'était Pedro qui lançait. Puis... tout de suite, quand je suis rentré dans le stade, j'ai eu un feeling du Forum de Montréal. C'est le seul endroit au monde qui me fait penser au Forum. Puis les festivités d'avant-match sont le fun. Ils ouvrent les boutiques, les bars autour. Il y a du monde qui se font des stands à hot dog. Là, il y en a un mythique là, qui s'appelle Sausage King. Puis des grosses saucisses à hot dog. Puis... Mais situé où, lui-là? Sausage King, ben écoute, c'est comme un kiosque... qui se promène. Là, OK, il se promène, OK. Il se promène, Faut le puis trouver. mettre des oignons là-dessus, m'a dit, c'est bon, mais t'as une haleine épouvantable pendant Bon, les 3 jours qui... Ça, t'en manges, puis madame en mange, fait que tout le monde est correct. Exact, c'est ça, t'as pas le choix. Fait que ça, c'était ma première fois. Ma deuxième fois, c'était avec mon partner mon roommate d'université, mon chum d'université, puis on est arrivé un peu sur le fly, pas de billets, puis ça avait été compliqué ce soir-là de trouver des billets. Puis finalement, on a réussi à trouver 2 billets, une douzaine de rangées derrière le marbre. Puis là, quand on s'est assis, là, le bon Dieu en haut, là, le DJ en haut, a décidé de partir la toune « Two Tickets to Paradise » de Eddie Money. Tu sais là, quand la bonne toune part ouais, au bon moment,
Fait que j'étais écœurant, puis après, je suis retourné avec mon père, puis à un moment donné, je couvrais la série canadien Bruins, ben j'étais allé avec des confrères journalistes, puis j'étais allé avec Joe Byrne, avec qui j'ai eu bien du fun, puis j'ai même fait mon bachelor party avec mes chums C'est vrai? à Fenway. Puis tous mes chums étaient venus me rejoindre, puis à un moment donné, je regarde dans les estrades, puis je fais qu'est-ce que c'est mon père? Qu'est-ce qu'il fait là, tu sais? Mon père était venu me rejoindre en surprise. Ben voyons donc. Tu sais, il s'était organisé avec tous mes chums pour mon bachelor, puis il est arrivé par surprise. Fait que dans le fond, j'ai fait j'ai trouvé ça cool, tu sais. Mon père est venu à mon Ben bachelor de façon complètement inattendue. Fait que c'est un endroit qui a toujours eu une symbolique. C'est mon stade de baseball préféré. Puis j'ai fait le vieux Yankee, puis j'ai fait Wrigley, puis dans les plus modernes, j'ai fait San Francisco, qui s'appelait à l'époque AT&T, là, mais c'est maintenant le Oracle, puis il est magnifique. Puis j'ai fait Pittsburgh, PNC, puis tu sais, je n'ai fait des beaux. Mais pour moi, Fenway est vraiment le plus mythique des mythiques. D'ailleurs, c'est le plus vieux. Hein. Tu sais qu'il y a 1 an de plus que le Wrigley Field. Fait que je pense que c'est 1912, puis Wrigley Field, c'est 1913. Puis c'est la même date d'ouverture. Fait qu'ils ont littéralement 365 jours de différence. 1 an de différence. C'est des endroits, tu sais, les visiteurs, c'est pour ça, dans le fond, là, je veux dire, donner des notes au stade, les évaluer, c'est difficile de le faire. Pour des endroits aussi mythiques que ça. Pour moi, ils sont quasiment hors catégorie. Tu sais, le Fenway et le Wrigley, les deux, je les ai faits, sont complètement magnifiques. Mais ça veut dire que toi, tu as des souvenirs... Avec les rénaux, là, puis ça, je vais le donner à Wrigley, avec les rénovations du Wrigley Field, puis maintenant, les bullpens, là, l'enclos des releveurs sous les estrades populaires, sous les gradins populaires, ils ont fait une belle job. Ils ont fait une belle job de le mettre au goût du jour, puis de garder le côté rétro. Ben oui, tellement. Du côté de Fenway, tu sais, puis ils en ont fait des rénovations, là, tu sais, les estrades au-dessus du Green Monster, puis tu sais, écoute, ils ont même fait un jardin, tu sais, sur un toit, là, une ferme, une petite fermette. Un toit vert, oui. Un toit vert, fait que là, ils font pousser des tomates, des concombres, fait qu'ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient à Fenway. Ça s'invente pas. C'est fou, hein? Ouais. Puis là, des souvenirs, t'en as à pu finir, mais ça, c'est arrivé au point culminant d'être sur le terrain, d'investir, d'avoir l'expérience quasiment d'un joueur des Red Sox. Puis d'y jouer. Puis écoute, j'ai quand même raconté mon histoire à quelques occasions. Moi, j'étais un joueur de hockey, puis j'étais un joueur de baseball. Fait que quand j'étais petit gars, je jouais au hockey l'hiver, je jouais au baseball l'été. Puis un moment à 15 ans, t'as plus le choix de faire un choix puis de choisir une discipline parce que rendu à l'adolescence, c'est un petit peu trop demandant de faire les deux sports. Ouais. J'ai choisi le hockey. Et le baseball, que j'aimais beaucoup, a quitté ma vie pendant 20 ans. Puis, à 35 ans, j'étais tanné de jouer au hockey 12 mois par année. Tu sais, il fait beau, là, puis tu t'en vas t'enfermer dans une aréna, là, tu sais. Fait que j'ai décidé de ne plus jouer au hockey l'été. Fait que du mois d'avril à septembre, je touche plus à mon stock. Pas de mauvaise idée. Fait que je me suis dit, OK, ben là, il va falloir que je me remette à faire un autre sport, tu sais, pendant l'été pour occuper mon temps. Fait que j'ai décidé de recommencer à jouer au baseball. Puis j'ai pogné à piqûre solide. Fait que avec une gang de gars de la Ligue senior dans laquelle je jouais, on était allé jouer à Cuba. Puis là, la piqûre, tu sais, m'a emmené à l'autre niveau. Puis là, je me suis dit, OK, j'avais entendu parler d'un camp de rêve, d'un fantasy camp. Puis là, je me suis dit, parfait, j'embarque, je fais celui des Red Sox. Pour les gens qui ne connaissent pas la formule, tu payes à peu près 6 000 $ US et ils te font vivre comme un joueur des majeurs pendant 1 semaine. Fait que ça se passe au complexe d'entraînement de l'équipe en Floride. Dans le cas des Red Sox, c'est à Fort Myers, mais tu peux faire les Yankees à Tampa, tu peux faire les Cubs en Arizona, tu peux faire les Tigers en Floride. À peu près toutes les équipes en organisent pour leurs partisans. Puis tu joues pendant 1 semaine, une dizaine de games, on te donne un set d'uniformes, on donne une place dans le vestiaire, tu as ton nom, on te traite comme on lave ton linge, tu as accès à la salle de physio. On te fait vivre l'expérience d'un pro pendant 1 semaine. Puis, quand tu fais la sélection de ton camp, ben, c'est sûr que tu choisis idéalement ton équipe préférée. Là. Moi, j'ai toujours été attaché aux Red Sox. Là. Quand les Expos sont partis en 2004, ben, les Red Sox sont devenus mon équipe. Puis les Red Sox ont gagné la Série mondiale de 2004, tu te rappelles, dans des circonstances hallucinantes. Fait que c'est devenu mon club d'adoption. Puis, fait que c'est sûr que les Red Sox, j'avais un attrait pour eux. Puis je trouvais qu'ils en donnaient plus que les autres équipes. Tu sais, comme les Yankees, c'était juste un set d'uniformes.
alors que les Red Sox, c'était 2 sets d'uniformes. Ça, ils te les donnent. Ils te les donnent, là. Ah ouais. Ah ouais, fait qu'un blanc puis un gris visiteur. Fait que quand dans le tournoi, tu joues contre l'autre équipe, ben OK, ben toi, tu vas être en blanc aujourd'hui, nous autres, on va être en gris, tu sais. Puis, fait que tu vois, d'ailleurs, je me suis fait un beau cadre pour mon sous-sol, puis j'ai encadré mon uniforme gris des Red Sox, écrit Bertrand en arrière, puis... Ben voyons donc. Fait que c'est ça. Puis, dans le package, ou dans l'offre qu'il te donne, il inclut un match au Fenway Park l'été suivant. Fait, parce que le camp est en hiver. Là, fait que moi, je l'ai fait en janvier 2023. 23, puis tu as joué l'été suivant. En août 2023. Puis d'ailleurs, j'ai fait un reportage à Salut Bonjour. Puis suite à ça, il y a un paquet de Québécois qui se sont inscrits. Fait que, en d'autres mots, j'ai amené du cash dans les poches des Red Sox. Là. Un influenceur. Fait que les Red Sox sont tellement cool. Ben écoute, je suis zéro influenceur, là, mais ils sont tellement cool, les Red Sox, qui m'ont dit pour te remercier, JP, on te réinvite. Fait que j'y retourne en septembre prochain pour une deuxième fois. C'est-tu le fun, ça? Ouais. Wow! Fait que je reviens à ta question d'origine. Comment ça se fait que tu as signé en dedans du Green Monster? C'est que la journée, la façon dont ça fonctionne, le match au Fenway Park, c'est que ils rassemblent tous les gars qui ont fait le Fantasy Camp pour un match des Red Sox, qui est le dernier match d'une série à domicile pour les Red Sox. OK. Avant le match, ils remettent à l'équipe qui ont gagné le petit tournoi qu'on s'est fait une bague, une genre de bague similaire à celle de la série mondiale, qui est la bague du Fantasy Camp. Puis écrit Fantasy Camp. Puis ils donnent ça aux joueurs sur le terrain avant la game. Ben ouais, on donc. Puis tout le monde se rassemble, on check la game. Le lendemain, les Red Sox partent sa route. Fait qu'on a le Fenway Park à nous seuls. Puis on joue pendant une journée sur la pelouse du Fenway Park. Puis ça inclut, tu sais, le lunch, le déjeuner, la patente, le ci, le ça. Tu peux amener ta famille, tu peux amener ta blonde, tu peux amener ton fils, tu peux amener ton monde. Puis ça inclut une tournée du Fenway Park et une visite dans le Green Monster. Et quand tu visites le Green Monster, la tradition veut que tu peux le signer. Là, finalement, je me suis rendu compte qu'on n'a pas le droit tant que ça, mais j'ai signé mon nom. C'est pas grave si tu l'as fait pareil. Je l'ai fait pareil. C'est bon, ça. Des fois, tu sais, briser une petite règle comme ça, c'est ça. Pas trop grave. Exact. Ben écoute, tu sais, je trouvais ça drôle qu'on nous dise t'as pas le droit de faire ça, parce que le mur de béton à l'intérieur du Green Monster, là, au niveau du tableau, parce qu'on tu sais qu'on change manuellement encore les chiffres. Là. Écoute, le mur est tapissé de signatures. Fait que une de plus, une de moins, ça change rien. C'est pas trop grave, c'est ça. Fait que j'ai signé mon nom sur le Green Monster. Ça rend le tout mythique, tu sais. Ouais. De voir que le pointage, tout ça, est changé à la main. Pour moi, le Sweet Caroline en 7e. C'était en 8e? En 8e. En 7e, c'est le Take Me Out to Ball Game. Puis après ça, écoute, la première fois que je suis allé là, j'ai eu des frissons. Ouais. Voir ça, je me disais, OK, tu sais, puis habituellement, on arrive... En tout cas, je sais pas, en fait, toi, t'es un fan des Red Sox. Moi, j'arrive à Boston avec une légère animosité, là, si on veut. Là, parce que toi, t'es un... Ben, je suis pas... moi, je suis un fan des Phillies. T'es un Phillies, toi, c'est ça. Dans mon jeune temps, j'ai beaucoup trippé sur les Yankees. Mariano Rivera, Derek Jeter, Jorge Posada, ces joueurs-là, j'ai beaucoup aimé cette... C'était une grande équipe, là. Puis c'est ce qui rend l'exploit de 2004 si extraordinaire. Tu sais, de l'arrière, 0-3 contre cette grande équipe-là, avec les joueurs que tu viens de nommer. Puis A-Rod était là, puis tu réussis à combler le déficit par remporter la Série mondiale. Puis c'est drôle parce que un des grands moments de cette série-là, c'est quand Dave Roberts a volé le deuxième. Bill Mueller le fait rentrer, crée l'égalité, puis on vient dans le match, puis on vient dans la série. Ouais. Puis pendant le Fantasy Camp, mon coach était Bill Mueller, qui a un des coups sûrs les plus mythiques de l'histoire des Red Sox, quand tu y penses, parce que si t'as pas de ce coup sûr-là, C'était comment pour toi de le rencontrer? Ben, le gars, il était incroyable, il est super fin, mais le soir, à l'hôtel, on avait MLB Channel, puis il arrêtait pas de repasser ce game-là en reprise. Ben oui, non, ça se peut pas. Je regardais le match, puis je voyais le coup sûr de Bill Mueller, puis le commentateur, il dit « One of the most iconic hits in Red Sox history, Bobby, Bill Mueller once again. » Puis on a passé 12 dernières heures avec Bill, fait que c'était spécial. Là, c'est quoi le feeling d'être sur le terrain? Parce que, tu sais, je l'ai vécu. C'est difficile d'avoir des approbations pour aller sur le terrain pour toutes les équipes de la MLB. Tu sais, les Red Sox, de par la configuration du stade, ont une très petite salle de presse. Ouais. Et déjà là, énormément de journalistes qui sont là pour la saison complète.
Donc, tu sais, moi qui arrive avec les visiteurs, c'est le fun ton projet, mais non. Tu sais, malheureusement, tu peux pas y aller. Tandis que les Twins, les Nationals, c'est plus facile pour d'autres équipes. Je l'ai ressenti en tant que journaliste. Tu sais, je te parlais, tu sais, j'ai vécu l'expérience client des Red Sox, puis ils te traitent comme de la royauté. Je l'ai vécu comme média, puis là, j'ai senti que c'était une autre affaire. Ouais, c'est un autre game. Fait que je te comprends. Mais c'est pas une flèche que j'envoie à l'organisation. Ce que je veux dire, c'est juste en étant... Mon premier terrain que je suis allé dessus, là, c'était celui des Twins. Ouais. Puis déjà là, je sentais, il y a de quoi qui se passe. C'est vraiment un privilège d'être là, c'est le fun. C'est quasiment si les joueurs t'envoient pas leur casquette, un petit signe de casquette comme ça. Les gens sont gentils autour de toi, les gardiens de sécurité, tout le reste. Mais au Fenway, ça doit être un autre niveau, tout ça, le GP. Là, toi qui es allé sur le terrain. Ouais, ben, comme je te dis, je l'ai vécu en deux temps. Je l'ai vécu en tant que client, puis je l'ai vécu en tant que membre des médias. En tant que client. Ben, en tant que client, je te dis, écoute, ils nous traitent vraiment bien. Ils nous traitent vraiment bien. Mais, faut que tu fasses attention. Premièrement, on se changeait dans le vestiaire des visiteurs. On n'a pas accès au vestiaire des Red Sox, ce qui est bien normal, ce qui est bien correct. Là, puis, la marche, on parle souvent du tunnel, là, le fameux tunnel d'un sport là, qui mène. Ouais. La marche vers le tunnel est haute. C'est sûr. Le corridor là, est vieux, est décrépit. Tu sens que le stade... Il y en a dessus de l'histoire ici. Puis là, tu te mets à penser automatiquement, c'est sûr, à tout le monde qui ont passé dans ce couloir-là. Exact. Puis tu sais, c'est ça. Là, on est dans les entrailles du stade. Là. Puis tu vois que c'est des vieilles entrailles. Mais moi, j'ai trouvé ça hot. Puis là, tu rentres, tu sais... Puis là, le terrain ou le stade s'ouvre à toi. Là, puis... Mais, comme je te dis, pour venir à ta question sur comment tu as senti ça, je te donne un exemple. On frappe sur des tapis. On frappe pas sur la terre du marbre. Là, pour ne pas endommager le terrain. OK. Puis, on nous demande de faire attention au champ intérieur. On n'a pas le droit de faire la petite pratique d'avant-manche là, où on se lance des balles. On n'a pas le droit de jouer en crampon. Ils veulent qu'on joue en running. Fait ils nous ont ouvert les portes de façon très bien. J'en ai eu pour mon argent au bout, c'était parfait. Mais t'es au temple, puis il faut que tu te rendes compte que t'es au temple. C'est ça. C'est drôle. J'étais allé au Vatican, en Italie, il y a une couple de semaines. Quand tu rentres au Vatican, là, c'est bienvenue chez nous, mais c'est un endroit sacré. Là. Fait que pas le droit d'aller là, pas le droit de faire ça. Fait que je te dirais que c'est un peu... Mais pas ta gomme à terre. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est un peu cette ambiance-là que j'ai senti quand j'y ai joué. Mais écoute, de prendre une photo au début du champ extérieur ou à la fin du champ intérieur, là, puis derrière, là, t'as Fenway Park décrit, là, puis je suis sur le terrain, puis j'ai les pieds sur le gazon. J'ai fait, waouh, j'ai aucun mérite sportif, là. Je me suis pas rendu là parce que je suis bon. Mais je me suis rendu là parce que je suis assez fou pour avoir passé à travers tout ce processus-là. Puis j'ai pensé aux Québécois. Tu sais, les Québécois qui ont joué à Fenway, il n'y en a pas tant que ça, là. Tu sais, Éric Gagné parce qu'il a joué pour les Red Sox. Ouais. Tu sais, Russell parce qu'il est venu en visite là-bas. Ouais. Tu sais, je sais même pas si Claude Raymond a joué là-bas. Mark Griffin, as-tu joué là? Non, Mark Griffin n'a pas joué dans les majeurs. Tu sais, Mark Griffin a appartenu aux Dodgers, mais il n'a pas joué dans les majeurs, tu sais. Fait que des Québécois qui ont joué sur la pelouse du Fenway Park, dans la vie, s'il y en a 10, c'est beau, tu sais. Fait que j'en fais partie. Fait que j'en suis fier, un peu comme mon chum, tu sais, du Journal de Montréal qui a joué à Augusta, François-David Rouleau, tu sais, qui a gagné le tirage. Tu sais, il a gagné le tirage, là. Il n'a pas joué à Augusta parce qu'il est bon au golf, mais il a quand même joué à Augusta, tu sais. Puis François-Étienne Corbin, RDS, a joué aussi. Fait que pour moi, c'est un point d'honneur de dire, hey, j'ai joué au Fenway Park. Pour moi, j'en suis fier, tu sais. Ben oui, tellement. C'est vraiment une belle histoire. JP, as-tu d'autres... toi qui l'as fait sous toutes ses coutures, puis c'est un peu ça, donner des recommandations au monde, tu sais. Moi, j'ai les miennes que je vais donner après notre entretien. T'as parlé de Sausage King. T'as-tu d'autres endroits comme ça? Tu disais, allez là, ou même autour du stade, ou tu sais, manquez pas que vous pouvez faire ça, ou le spot à JP, là, tu sais. Ouais. Écoute, je vais répondre à ta question en te parlant de Wrigley. OK? Moi, j'ai vécu l'expérience Wrigley dans les estrades puis dans les estrades populaires.
OK? Tu sais, derrière le mur de vigne, là, au champ. Moi, je l'ai fait au champ droit. Bon, c'est là que parfait. j'étais. Moi, je vous le dis, amateur de baseball, là, la meilleure place à Wrigley pour vivre l'expérience puis se taper un méchant party de partisans, c'est dans les estrades populaires. OK? Oui, c'est vrai. T'es d'accord avec moi? Ben, d'accord avec toi, je l'ai fait. Parfait. À Fenway, je trouve pas. OK? Premièrement, si tu vois un match d'après-midi, T'es loin. puis t'es à Fenway, dans le fond, les estrades populaires, d'accord avec moi, à gauche, t'as le Green Monster. Fait que les seules estrades populaires sont au champ droit. D'accord Ouais, avec moi? exact. Le soleil te tape d'en face Absolument. à un point où ça en est quasiment désagréable. Fait que moi, je recommande à Fenway la partie, Ça ligne du premier but allongé. oui, avec une couverture. Exact. Puis Parce que c'est couvert jusqu'à dans le champ. Là. C'est couvert vraiment, vraiment longtemps, cette histoire. mais la partie couverte du Fenway Park est le fun, est agréable, est réconfortante, est relax. C'est vrai. Le monde autour sont le fun. Il y a bien des places, tu peux être debout aussi. T'sais? Puis oui, il y Ouais. a du monde qui passe en avant, en arrière de toi, mais tu peux quand même regarder le match, t'approcher un peu, puis être debout, puis avoir une belle perspective. Là. Fait que tu peux te promener un peu dans le Fenway. J'ai fait à peu près toutes les places possibles. J'ai juste pas fait un match sur le Green Monster. Je l'ai fait à l'autre, à Fort Myers, mais je l'ai pas fait à Fenway. Fait que je peux pas te le dire. Moi, ce qu'on me dit, c'est que tu payes un prix de fou pour rien. Parce que dans le fond, t'es loin de l'action, tu sais. Ouais. Fait que moi, la portion Grandstand, là, la portion billet un petit peu moins cher que ceux en bas, mais couvert, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de le vivre. Il y a quelque chose d'enveloppant. C'est comme une doudou. Je te le dis, là, T'as raison. C'est drôle, on a fait les mêmes spots dans ces deux stades-là. Ces billets-là à Fenway, là, c'est une doudou. Fait que, pogne-toi des billets en dessous des estrades, du double-decker. Ouais. Prends-toi une bière, amène ta blonde, tu vas être bien. JP, tes anecdotes, c'est comme une doudou dans notre podcast aussi. Merci, Good. mon chum. Hey, ça me fait d'être venu. plaisir, mon chum. C'est Yes. vraiment le fun d'avoir tes histoires. Un des seuls Québécois à avoir joué là-bas. Puis, tu sais, je veux dire, d'aller au bout de ce qu'on veut. Tu sais, tu dis, tu sais, je sais pas, tu parlais du prix tantôt, de dire, tu sais, je me permets de ça, je suis assez bon pour y aller, de quoi ils vont penser, quoi que ce soit. Non, j'ai le goût de le faire. Je vais le faire, je vais me rendre, je vais faire le processus et tout ça. Là. Puis sais-tu quoi? Ça, c'est un grand respect pour ça, mon chum. Ça vaut, c'est cher, là, mais je te le dis, ça vaut chaque scène. Ne serait-ce que d'avoir le privilège de jouer à Fenway. Quand tu y Certainement. penses, là. Je vais peut-être me remettre à jouer à la balle un moment donné, puis j'irai le faire à Philadelphie, puis je t'en donnerai des nouvelles, mon Ils chum. font, les Phillies l'organisent. On se prendra une photo de ton uniforme des Red Sox, puis de mon uniforme des C'est Phillies. sûr là, que des John Croc de ce monde font partie de l'expérience, puis des... Un autre produit dérivé à ma collection. Ah oui. Ouais, c'est d'ailleurs ton surnom, je t'ai surnommé l'homme aux produits dérivés. J'adore ça, je Yes. l'assume à 100%. Merci encore, Salut mon mon chum. chum, ça me fait plaisir. Bonne journée. Bye. Les visiteurs, le podcast. La bouffe maintenant au Fenway Park. C'est peut-être là que le bas blesse un peu. Tu sais, j'ai pas été super impressionné. Oui, on a une saveur locale, tu sais. Tu peux avoir des lobster rolls, par exemple, au Fenway Park. Très intéressant. Tu as les fameux Irish Nachos qu'on va servir dans le Big Concourse. C'est pas facile de trouver exactement cette bouffe spécialisée-là. Tu les as pas partout. C'est pas disponible partout. C'est un petit stade. Alors, tu dois te rendre pour aller la chercher. Il y a un Togarachi Clam Roll qu'on a ajouté. L'Irish Nachos, là, en passant, là, juste vous dire c'est quoi. C'est... attends un petit peu. Je vais te trouver la définition exacte. C'est des frites ondulées du bœuf corned beef, là, qui est comme un peu du smoked meat, si on veut. Du sauerkraut. Alors ça, c'est de la salade de choux. De la choucroute, pardon. C'est un meilleur terme. Crème sûre, de la vinaigrette mille et du fromage froid, du queso fresco. Alors, si vous pouvez trouver ça quelque part, vous allez triper, je suis pas mal sûr, là-dessus. Tu sais, on met notre... on mise vraiment sur l'expérience de balle classique qui est peanut, hot dog, bière, chip, Cracker Jack à la sauce historique du Fenway Park. C'est pas là, je pense, que vous allez avoir la meilleure expérience de bouffe. Tu sais, JP vous parlait tantôt de son stand à saucisses. Pas réussi à le trouver, moi, parce qu'il bouge tout le temps. C'est à l'extérieur. Alors, ça devient
une offre intéressante, mais compliquée à aller chercher. T'sais. Et maintenant, avec le pitch clock aussi, si on veut, tu n'as pas tant de temps que ça pour aller te chercher de la bouffe, puis tu vas beaucoup attendre également au Fenway Park dans les concessions pour aller te chercher de cette bouffe-là. Donc, tu vas perdre peut-être une manche et demie à y aller. Donc, soit tu arrives tôt pour essayer d'aller te chercher ta bouffe pour manger avant le match, ou tu acceptes que tu en perds, que tu perds du temps pour te rendre là-bas, trouver ta bouffe, faire la file, manger tout ça et revenir à ton siège ou dans le désordre aussi. Tu peux revenir et le manger à ton siège. Alors, l'offre a été revampée, devient intéressante. Tu as le Anna's Taqueria aussi, où est-ce que tu peux faire tes tacos, tes burritos, qui ont quelques endroits qui sont disponibles aussi. Et tu as le fameux Luke's Lobster. C'est là que je vous disais que tu as soit le fameux lobster roll ou le crab roll. Crab roll, c'est du goberge, donc un petit peu moins cher, qui peut être là. J'ai pas été, comme je vous dis, si j'ai fait le tour 2 fois du stade et que j'ai pas trouvé tant que ça où est-ce qu'on pouvait se procurer cette bouffe-là qui est intéressante en dehors des hot dogs. Les hot dogs sont très très bons en passant. Ça, je vous le dis, ça en vaut la peine. Une bonne saucisse qui en vaut la peine aussi. D'ailleurs, c'est fait par une compagnie locale qui s'appelle Kayam Foods, qui va vous fournir les hot dogs là-bas. Une compagnie de la Nouvelle-Angleterre je trouve ça intéressant qu'on fasse affaire avec une compagnie locale aussi pour ça. 3.7 sur 5. Pour moi, c'est pas une force d'aller au Fenway, puis dans l'expérience qu'on nous donne, je pense qu'on est capable de faire mieux. Et justement, pour moi, l'expérience client ne repose pas sur la bouffe et même que ça nuit un peu. T'sais. Boston va offrir certains endroits exceptionnels pour de la bouffe, même autour du stade. De la bière, il y a Microbrasserie qui est une de mes favorites, qui s'appelle Trillium Brewing, qui est dans ce coin-là. Ça se marche tout juste à 10 minutes. Tu as le Time Out Market qui est juste à côté de Trillium Brewing. Ça, si vous en connaissez, il y en a un à Montréal. Alors, c'est plusieurs stands locaux de bouffe. T'sais. Allez vous chercher de la bouffe là-bas. Mangez là, découvrez des restaurants locaux. Vous allez attendre beaucoup moins longtemps. Payez peut-être même un petit peu moins cher. C'est sûr que ça reste de la bouffe de restaurant, là, payer peut-être un petit peu moins cher, puis avoir une expérience intéressante sans nécessairement perdre du temps dans le match. Puis, allez-y, là, si vous avez encore faim, allez vous chercher un hot dog, ça vaut la peine, des peanuts, une bière, et je pense qu'on n'a pas besoin d'autre chose pour être heureux nécessairement dans un stade de balle. Alors, 3.7 sur 5. Les prix maintenant. Aïe aïe. Il n'y a pas beaucoup de billets, alors les billets ne sont pas donnés pour aller au Fenway Park, notamment. Et la bouffe ne fait pas exception non plus. Tu sais, je vous l'ai dit, un stationnement, c'est 55 $ US, pas trop loin. Il y a peut-être même des endroits qui sont un petit peu plus chers, un petit peu moins chers également. Tu sais, le fameux hot dog, là, 6,25 US. Un popcorn, 9,25. Un pretzel, 6,25. Pas donné, là. Vraiment pas donné. Cracker Jack, 5,50. Une bouteille d'eau, 5 $. Une boisson gazeuse, 6,25. Et la bière est un petit peu moins chère, classique Boston. Donc, une bière domestique, là, qui sont comme Coors Light et compagnie. Pas Coors Light, pardon, Bud Light, 11 $. Et les bières premium sont 12,50. Fait que ça vous donne une idée sur la bouffe, mais Boston, je vous le répète, c'est une ville qui n'est pas donnée. Et je vais devoir y aller avec un 3.7 sur 5 également au niveau des prix. C'est un petit peu sévère, vous allez me dire, mais c'est quand même justifié par rapport à ce qu'on peut voir. C'est une expérience que vous devez faire absolument, qu'on veut visiter, qui vaut la peine, mais c'est pas donné. De se rendre là-bas, le stationnement est cher, je vous l'ai dit. Les hôtels dans ce coin-là sont dispendieux également, mais qui va vous offrir quelque chose de tellement, mais tellement intéressant. Je vous le dis encore, mes recommandations, allez au Time Out Market pas trop loin. Si vous voulez aller manger quelque chose d'intéressant,
Il y a un autre Trillium Brewing qui se situe dans un autre quartier qu'on appelle le Harbor, qui est absolument magnifique. C'est tout sur le bord de l'eau. Allez marcher là, prenez des photos. C'est un quartier qui est historique. Il y a un petit peu plus de stationnement également. Ça se marche très bien aussi. Il y a un restaurant, parmi tous les restaurants touristiques qui sont dans ce coin-là, qui s'appelle le Barking Crab. Donc, le crabe qui jappe, le Barking Crab. Les lobster rolls sont absolument magnifiques, sont tellement bons. Je crois que les chips sont faites maison également. Ça vaut grandement la peine d'aller là-bas. Il y a tellement plein d'autres restaurants qui... D'ailleurs, Trillium, là, ça a été voté pendant plusieurs années une des 3 meilleures microbrasseries aux États-Unis. Donc, ça vaut absolument le détour d'y aller. Ils servent de la très, très bonne bouffe. Ils servent des huîtres aussi. Donc, si vous voulez aller passer une soirée en chum après le match, par exemple, ça en vaut la peine, ça aussi. Donc, c'est mes adresses que je vous suggère. Le Time Out Market, pas trop loin. Le Trillium. Il y a un autre gros pub, le Yard House, qui vaut vraiment la peine aussi d'être visité, qui est à quelques coins de rue du Fenway seulement. Alors, l'expérience autour du stade en vaut aussi grandement la peine. Les visiteurs, le podcast. Alors, appréciation générale du Fenway Park. Je vous le dis, on se sent mal de le classer parce que ça se classe pas, ça, le Fenway Park. Malheureusement, dans un classement, c'est un temple, il faut le visiter, il faut y aller. Je sais, je me répète, mais je vous le répète encore. Allez-y si vous n'êtes pas allé. Puis si vous êtes allé, vous voulez aider les autres, bien, allez sur YouTube, sur Spotify, mettez des commentaires, mettez vos adresses, dites quels sont vos musts absolument à aller voir à Boston et au Fenway. Ça peut tous nous aider, ça c'en est certain. Alors, emplacement 4.7, design 4.2, ambiance 4.5, bouffe 3.7, prix 3.7. Ça revient à une note de 20.8 sur 25. On fait x4, 83.2. Donc, voilà, cette note, cette appréciation générale du Fenway Park, 83.2. Ce qui classe dans notre classement global, là, quand je regarde ça, est-ce que c'est la même note exactement? C'est la même note que le Crypto.com Arena. Donc, quand même assez pas pire. Mais vois-tu, le Target Field était bien en haut de ça à 90. Et bien sûr, le stade le plus haut qu'on est allé visiter, qui est le Mercedes-Benz Stadium dans la NFL et dans la MLS, qui était à 95.2. Ben voilà qui est tout pour nous pour cette émission des visiteurs. La prochaine émission, Toronto, 2 amphithéâtres à aller visiter. Celui des Leafs, celui des Jays. Bien hâte de vous donner la note et l'appréciation. Je vous le dis tout de suite, l'ambiance, ça se compte pas fort dans les 2 endroits. Cela étant dit, merci d'avoir été avec nous autres. Merci à la gang de billets.ca de propulser ce podcast, la gang de la Commission athlétique, PAG, mon ami qui est ici à la réalisation et à la production de cette émission. Mais surtout, merci à vous. Continuez de voyager, continuez de réaliser vos rêves sportifs et on se reparle dans 2 semaines. Merci.